Bonjour chers étudiants, alors aujourd'hui on plonge au cœur d'une scène absolument capitale du théâtre français, le fameux affrontement entre Antigone et sa sœur Ismène. Et attention, ce n'est pas un simple dialogue, c'est bien plus que ça. C'est une véritable déclaration de guerre à la compromission, c'est le moment qui va sceller un destin. Essayez d'imaginer la scène. Il fait à peine jour. Il y a cette odeur de terre froide qui flotte encore autour d'Antigone. Forcément, elle vient de désobéir. Elle vient d'offrir à son frère, Polynice, les rites funéraires que le roi, Créon, a formellement interdits. Et là, Ismène, sa sœur, la surprend. Elle n'a pas dormi de la nuit, complètement rongée par l'inquiétude. La tension est électrique. Tout est suspendu dans le silence du palais qui s'éveille. Notre objectif, c'est vraiment de disséquer cet échange pour bien comprendre comment le refus catégorique d'Antigone, son refus de comprendre, devient l'affirmation de son être tout entier. C'est ici, dans ce face-à-face, qu'elle choisit la mort pour rester fidèle à elle-même. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette scène, c'est un véritable choc des mondes. D'un côté, on a le monde d'Ismène, celui de la raison, de la peur, de ce désir de vivre malgré tout. Et de l'autre, on a celui d'Antigone, le monde de l'absolu, du devoir qui ne supporte lui aucune discussion. Le tout premier mot d'Ismène n'est même pas une question, c'est un verdict. Tu es folle. Pour elle, et pour le monde très pragmatique qu'elle représente, le geste d'Antigone, c'est de la pure démence, c'est un suicide. Ce n'est pas une insulte, c'est vraiment une constatation terrifiée. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure. Elle est parfaitement symétrique dans l'opposition. C'est une figure de style qu'on appelle l'antithèse. Ismène argumente la mort, la réflexion, la force du pouvoir. Antigone, elle, oppose une logique implacable. Remarquez bien sa réplique. À chacun son rôle. Ça, c'est une métaphore théâtrale. Pour elle, la vie est une pièce où les rôles sont déjà distribués. Créon doit la tuer, elle doit enterrer son frère. Il n'y a pas à réfléchir, il faut seulement jouer sa partition, jusqu'au bout. Et voilà, le cri du cœur d'Ismène, l'argument ultime qui sous-tend toute sa pensée. C'est l'expression la plus simple, la plus humaine de l'instinct de survie. Toute sa philosophie, celle de la prudence, du compromis, elle tient dans ces 5 petits mots. Et la réponse d'Antigone, elle est absolument poignante. Elle ne se présente pas comme une martyre qui désire la mort, pas du tout. Elle avoue son amour pour la vie. Et c'est justement ça qui la rend si profondément tragique. Ce n'est pas une fanatique, c'est une jeune femme qui sacrifie ce qu'elle a de plus cher, la vie elle-même, au nom d'une loi intérieure qu'elle juge supérieure. Passons maintenant un peu à la forme. Parce que chez Anouilh, la révolte, c'est avant tout une affaire de langage. Les mots sont des armes. Et Antigone est sur le point de déclencher un véritable bombardement verbal. Le mot-clé, le véritable champ de bataille de cette scène, c'est le verbe « comprendre ». Pour le monde des adultes, celui que représente Ismène, comprendre, ça veut dire être raisonnable, accepter les règles du jeu. Mais pour Antigone, ce mot, c'est un poison. C'est accepter la laideur, la lâcheté. C'est, pour parler en termes existentialistes, choisir la mauvaise foi, se mentir à soi-même pour éviter l'angoisse de la liberté. Et Antigone, elle, refuse cette mauvaise foi. Écoutez la puissance de cette tirade. C'est le manifeste d'Antigone. Elle rejette le monde des adultes, non pas par caprice, mais par une exigence de pureté. Elle veut tout de suite, sans les petits arrangements, sans les petits bonheurs qui lui semblent être des renoncements. C'est le refus de devenir une adulte qui a cessé de vouloir l'impossible. Et c'est là que réside tout le génie d'Anouilh. Il utilise une figure de style très audacieuse, l'anachronisme. Il place des préoccupations du XXe siècle au cœur d'un mythe antique, et il le fait avec un langage de tous les jours. Ce ton de conversation, presque banal, rend le conflit complètement universel. Antigone pourrait être une jeune révoltée de 1944 ou d'aujourd'hui. Et pour amplifier son refus, Antigone emploie une arme rhétorique redoutable, l'anaphore. C'est une technique qui crée un rythme presque hypnotique comme une incantation de la révolte. Vous voyez comment elle s'en sert ? Cette répétition de « il fallait comprendre » imite la voix de l'autorité, de tous les interdits qu'on lui a imposés depuis sa plus tendre enfance. Et en martelant cette formule, elle la vide de son sens, elle la ridiculise et elle s'en émancipe dans un grand cri de libération. Abordons maintenant une réplique difficile. L'expression utilisée par Ismène est évidemment choquante aujourd'hui. Il faut absolument la resituer en 1944. À cette époque, ce terme, même s'il est porteur d'un imaginaire colonial raciste, était utilisé pour dépeindre une obéissance aveugle, totalement déshumanisée. Anouilh critique ces hommes réduits à l'état de simples outils qui exécutent les ordres sans conscience. Une image qui, vous vous en doutez, résonnait tragiquement sous l'occupation. Et ça nous amène directement au contexte historique. Pour vraiment saisir toute la portée de cette pièce, il faut se transporter à Paris en février 1944. La France est occupée depuis près de 4 ans.
Tous ces thèmes, qu'on trouve condensés dans notre scène, prennent une dimension très particulière dans ce contexte. La loi de Créon, c'est la loi de l'occupant et de ses collaborateurs. Le bonheur proposé par le pouvoir, c'est celui de la soumission tranquille. Et la solitude d'Antigone, c'est bien sûr celle du résistant. Imaginez, dans une ville sous couvre-feu, où la délation est une menace de tous les instants, entendre sur scène une jeune femme dire « non » à un pouvoir totalitaire, c'est un acte politique immense. Le nom d'Antigone à Créon devient le nom de la France qui refuse de comprendre la logique de l'occupant. Pour conclure, cette scène n'est pas celle où Antigone fait un choix. Non, le choix est déjà fait bien avant qu'elle n'entre en scène. C'est la scène où elle doit le justifier. Ça, c'est un point absolument crucial. Le dialogue avec Ismène n'est pas une délibération. C'est une tentative désespérée d'expliquer l'inexplicable. Antigone ne cherche pas à convaincre Ismène. Elle lui explique pourquoi elle ne peut pas être sauvée, pourquoi elle doit aller jusqu'au bout de sa propre logique. Et la scène se termine sur ce soupir. Pauvre Ismène, il y a là une infinie pitié. Mais on peut aussi y voir une forme d'antiphrase, une figure d'ironie tragique. Antigone, la condamnée à mort, plaint celle qui va vivre. C'est une manière de dire que la vie choisie par Ismène, une vie de compromis, est peut-être une forme de mort de l'âme. Anouilh ne tranche pas, et il nous laisse avec ces questions vertigineuses. Le vrai courage est-il dans le oui d'Ismène à la vie, avec tout ce que ça comporte de petitesse, ou bien est-il dans le non absolu d'Antigone? Lequel des deux bonheurs, le petit bonheur quotidien ou le grand bonheur impossible, a finalement le plus de valeur? Je vous laisse avec cette dernière pensée. Au-delà des choix de chacune, la tragédie est-ce qu'elle ne vient pas de ce gouffre d'incompréhension entre deux sœurs qui pourtant s'aiment? Cette impossibilité de partager un même monde, c'est peut-être le constat le plus sombre et le plus moderne de toute la pièce. C'est à vous de débattre